Daniel Riolo, Pierre Ducrot et nos drôles de dames comme tous les lundis, Simone Rovera, Philippe Auclair, David Lorto et Fred Hermel. On y va tout de suite en Espagne. Non mais une tête de taureau ça coûte une fortune. Une tête de taureau de corrida en paillé c'est magnifique quoi. J'avais oublié celle-là. Et quand est-ce que vous en êtes arrivé à parler de ça? Mais il y a longtemps. Hein. Ah oui? Ah ouais, tu te vois bien avec ça dans ton salon, toi. Bah, mais j'ai regardé, mais ça coûte super cher. Ça coûte plusieurs milliers d'euros, donc Ah oui. ouais, plusieurs milliers d'euros. Pour avoir un truc aussi moche. Ah non, mais c'est dans un bar à tapas, tout ça. Ah ouais, dans un bar à tapas, ouais, si tu veux. Ah, bien sûr. À la maison. Alors Fred, Atlético Barça, samedi soir, match nul un partout et un niveau de jeu énorme. Bah, c'est-à-dire que, d'ailleurs, ça me fait penser à ce que disait Philippe. Je pense que depuis que Mourinho a quitté le Real, la plupart des affiches, ou quasiment toutes les affiches du championnat espagnol, et en tout cas des oppositions en général des clubs espagnols, tiennent leurs promesses. Et on a encore eu cet exemple samedi soir. On se souvient par exemple de Real Barça avec Mourinho face à Guardiola où il refusait le jeu, où c'était des matchs horribles. Mais depuis, vraiment, à chaque fois, il se passe quelque chose. Hein. Je me souviens par exemple de même la demi-finale de Ligue des Champions entre l'Atlético qui s'était pourtant pris 3-0 à l'aller, hein, on s'en souvient. Hein. Il gagne quand même 2-0 au bout d'un quart d'heure au retour. Finalement, il y a le but d'Isco qui permet au Real de se qualifier pour la finale. Mais il se passe toujours des choses. Et ce qu'on a vu samedi soir, dans des conditions compliquées. Messi, il revenait d'Équateur, il avait joué, il manquait d'oxygène, il était en plein jet lag. Griezmann venait de jouer des matchs avec l'équipe de France, il revenait de Bulgarie, etc. Bon, on sait toujours pour que les grosses équipes, les matchs juste après les breaks internationaux sont compliqués. Et pourtant, j'ai vu un match mais fabuleux. Oui, ceux qui en ce moment, je sais pas, une petite mode critique Griezmann, j'espère ils ont vu ce match et voient le niveau qu'il a comparé à certains joueurs qui dans la Ligue 1 devraient lui prendre sa place en équipe de France. Non, ouais. Tu réagiras pas, mais c'est simplement ça veut dire ce que je dis parce que dans les affiches, les grands on les a vus. On a vu Griezmann, on a vu Messi, pourtant dans une condition physique compliquée. Suarez qui joue depuis des semaines avec un kyste au genou droit, il a marqué de la tête, mais enfin il a été bon, il s'est battu. Il a un peu chambré le public après, c'était plutôt pas mal. Voilà, ça fait partie de ce genre de match. Je vais même vous dire, ce match était tellement super qu'on était quand même dans un contexte politique très compliqué, 2 jours après la fête nationale espagnole, avec plein de drapeaux, avec des sifflets pour piquer, des salves de Viva España, et puis rapidement tout le monde a oublié cette histoire, quoi. C'était plus Madrid, le Catalogne, c'était un grand match du football espagnol, et voilà, et on a oublié le côté politique pour être à fond dans cette rencontre. Finalement, ce match nul un partout, il est plutôt bien parce que les deux coachs étaient même satisfaits parce que le match avait tenu ses promesses. Il y a eu une première période plutôt à l'avantage de l'Atlético, une deuxième vraiment à l'avantage du Barça. 10 minutes de plus, le Barça, je pense qu'aurait remporté la rencontre. Mais voilà, j'ai l'impression que on a aujourd'hui des entraîneurs en Espagne qui libèrent, même si Simeone quand même il peut être parfois un peu chiant, etc. Mais voilà, il ne cache pas le talent de ses joueurs. Voilà. Et Griezmann, il a fait un gros boulot défensif, mais ça l'a pas empêché de faire des actions. Vous avez vu ce petit pont sur Piqué dans la surface, par exemple, des actions offensives fabuleuses. Donc voilà, c'est mon avis tranché. La Liga offre des affiches qui tiennent leurs promesses, même quand les conditions sont difficiles. C'était le cas samedi soir, et pourtant on a vu un super match. Fred, vas-y Philippe. Non, j'ai juste une petite question parce que j'ai regardé le match avec beaucoup de plaisir. Surtout la deuxième période, je te dirais, Fred. La première, et moi, souvent, tu vois, je pense que c'est parfois l'impression que nous laissent les 45 dernières minutes de fin de match, qui nous donne parfois des indications un petit peu bizarres, dirons-nous, pour ce qui s'était passé avant. Et j'ai adoré ce match, j'ai aussi adoré d'ailleurs le Betis contre Valence qui était absolument fabuleux. Ah ouais, mais ce qui m'a un petit peu inquiété pour le Barça, c'est la première période où je les ai trouvés franchement pas bons du tout. Alors tu me dis, ils se sont repris. Qu'est-ce qui a fait qu'ils se sont repris? Parce qu'en première période, c'était latéral, c'était lent. Moi, je pense qu'il y a aussi je réponds à Philippe. Que la puissance physique de l'Atlético s'est un petit peu estompée après, quoi. Parce qu'ils auront rentré dedans comme lors de la grande saison 2013-2014. Et à un moment, physiquement, ça baisse. Et là, le Barça a pu imposer sa technique qui est quand même plus supérieure. Ça n'empêche pas l'Atlético d'avoir des joueurs ultra techniques. Donc, automatiquement, un match, c'est une histoire, c'est 90 minutes. Ce n'est pas linéaire et il y a des vases communicants dans la rencontre. Et je pense sincèrement que le Barça aurait 10 minutes de plus l'emporter parce que l'Atlético, physiquement, tenait un petit peu moins le coup, quoi. Pierre.
Non, et puis je pense aussi, pour aller un peu dans le sens de Fred, que le Barça, notamment les internationaux qui avaient fait des sacrées trêves internationales, bien chargées, ont eu du mal aussi à rentrer dans le match. Voilà, et t'as ce phénomène-là aussi, où à un moment donné, quand tu arrives et que t'as du mal à te remettre en route, et ben parfois ça dure 20 minutes, parfois ça peut durer une mi-temps, et t'es de mieux en mieux finalement dans le match quand ça avance, quoi. Et effectivement, je suis d'accord avec Philippe, la deuxième mi-temps était beaucoup plus passionnante à regarder, beaucoup plus intense. Mais c'était un grand match, et moi je suis très heureux aussi de voir Griezmann à ce niveau-là. Ce qui m'embête, c'est qu'on le voit tout le temps à ce niveau-là, quasiment en Espagne, et qu'avec l'équipe de France, c'est jamais ce niveau-là. Mais ça doit pas être de sa faute. Il n'est pas tout seul en Espagne. Le problème, c'est que ça doit pas être de sa faute. C'est justement ça qui m'embête. Mais moi, on peut pas dire la même chose on peut pas dire la même chose de beaucoup de joueurs, de beaucoup de nationalités, dans beaucoup de sélections. Oui, vous pensez pas ça? Il y en a. Messi, par exemple. Sauf dernièrement. Mais moi, chez nous, on a Dele Alli, par exemple. On a Dele Alli en Angleterre. Je suis certain qu'en Allemagne, il y aura d'autres exemples. Dans le jeu affreux de l'équipe de France, Griezmann est loin d'être le plus mauvais quand même. Oui, non. En plus, il fait ses efforts qu'il fait aussi là-bas à Madrid. C'est vrai qu'il ne rechigne pas à la tâche non plus. Moi, ce que j'aimais, c'est qu'il y a une affiche, il est présent. Voilà, il est à fond. Il s'est défoncé. Il a fait quelques actions absolument superbes. Et moi, j'aime les joueurs qui, alors qu'il a eu un début de saison compliqué, il n'était pas très bon, et il fait son meilleur match de la saison contre le Barça, comme par hasard, quoi. Cette émulation-là, elle permet de voir il répond présent le jour où tu l'attends. Mais c'est ça la différence entre les bons et les autres. C'est les très grands joueurs, ça. Dans l'actu espagnole, il y a également le carton de Valence, quand même. Voilà. Alors, on va y consacrer tout un avis tranché, je pense, un soir, mais dis-nous quand même un mot. Lundi prochain, comme ça sera une semaine de coupe, etc. Voilà, mais là, Ligue des Champions, il fallait qu'on parle des deux clubs qualifiés pour la Ligue des Champions, enfin qui jouent avec des champions, le Barça et l'Atlético. Mais c'est vrai que vraiment Valence, j'en avais parlé. Ils gagnent 6-3 au Betis. Ils gagnent 6-3 au Betis. Ils mènent 4-0, ils se relâchent, ils en prennent 3 en 8 minutes. Et après, ils arrivent encore à en mettre 2. Non, c'était un match absolument de folie avec des buts. C'est-à-dire qu'il y a bien sûr que quand il y a autant de buts, il y a des erreurs défensives. Enfin, il y a des frappes extraordinaires quand même. Guedes, dont celle de Guedes, qui est génial. Valence a un avantage. Il est juste prêté, lui, Guedes. Il est juste prêté. Il va falloir regarder de près les matchs qu'il fait. Marcelino, l'entraîneur de Valence, Marcelo Garcia Toral, il y a quelques semaines, a remercié officiellement Unai Emery d'avoir filé un coup de main en travaillant, en aidant auprès de Guedes. Mais c'est bien parce qu'il va se développer, c'est bien pour le PSG. Fred, je commentais le Marseille, Strasbourg-Marseille. Donc on voyait les buts, mais on voyait pas trop le contenu. Dans le contenu, Guedes, il a été énorme aussi. Il a été énorme. Je veux dire, il marque pas qu'un beau but, quoi. On voit un joueur libéré. Un joueur qui est... l'entraîneur le voulait absolument, il voulait absolument ce prêt, il lui fait confiance, ça marche. En plus, le même joueur, attention, il tombe il y a un an dans le bordel qui était Valence, peut-être ça n'aurait pas marché, sauf que là, ils ont viré les fortes têtes du vestiaire. Il y a un patron qui s'appelle Marcelino, qui est un très bon entraîneur et qui les tient tous. Voilà, et ça se passe très très bien. Et sincèrement, c'est un prêt sec, Fred, ou il y a une option d'achat là-dessus? Je crois qu'il n'y a qu'un prêt sec. Il y a pas de parce qu'ils veulent le récupérer, je pense. C'est un prêt intelligent. Prêter ses joueurs dans ces conditions-là, ça peut être une très bonne chose. Ça a deux options. C'est soit tu le récupères parce que tu penses qu'il peut réellement être utile sur le terrain au Paris Saint-Germain, soit il prend énormément de valeur et dans le financier à venir, ça peut être utile aussi. C'est intelligent. Mais il y a quelque chose, et je pense que Philippe a vu ça l'an dernier avec Chelsea. Valence ne joue qu'un match par semaine, quoi. Et là, c'est ils sont deuxièmes. La différence que ça fait, c'est incroyable. Sauf quand t'es Arsenal, où ça peut aucune différence. Mais là, on voit Valence, parce que là, on se dit comment on va les bouger cette saison? Parce que Zaza, il se fait mal, par exemple. Il se fait un petit coup, là, il a mal, etc. Sauf que Zaza, il peut se reposer jusqu'à samedi ou dimanche prochain. Enfin, il peut se préparer, il peut être présent la semaine prochaine, le week-end prochain. Et Valence, c'est une équipe aujourd'hui qui est revenue à son statut, de très grande Europe. De grande Europe, en tout cas d'équipe qui peut bousculer et qui peut se battre pour le titre, ou en tout cas pour les places de l'endroit avec des champions. Simonet. Non, la chose intéressante de Valence, qu'il y a plusieurs joueurs qui étaient un peu indésirables ailleurs. Zaza après l'Euro et après s'exprimer en Angleterre, personne ne voulait. Kondogbia, Murillo part de l'Inter et on voulait vraiment les faire partir. Guedes, bien sûr. Donc il y a un peu cette revanchard. Voilà, c'est revanchard. Et Marcelino, peut-être, il est un bon tacticien, mais il a travaillé aussi à niveau psychologique sur certains joueurs, parce que Kondogbia, comment il s'est inséré dans cette machine de Valence, pour l'avoir vu 2 ans à l'Inter, non, c'était pas ces joueurs-là. Il a joué en Liga déjà avant.
Il sait ce que c'est. Il joue à Séville. Séville qui est un club qui, c'est pas un club très éloigné de Valence, voilà. Enfin, je veux dire, t'es à Séville, t'es à Valence, ce sont des clubs qui peuvent quelque part se ressembler. Quoi. Granada aussi, mais voilà. Mais c'est quelqu'un. Je termine là-dessus sur l'entraîneur. Il a un caractère très spécial, mais quand il tient en main une équipe, ça peut aller très très loin. Très bien. On en reste là sur l'Espagne. On parle pas du Real volontairement parce qu'on va en reparler très vite avec la Ligue des Champions demain soir face à Tottenham. Donc voilà, les buts de Benzema, de Ronaldo ce week-end. On en reparlera plus tard. On passe à l'Allemagne, l'avis tranché de David Lorto. Jingle Lorto. Je rappelle que Lorto porte toujours aujourd'hui des vêtements uniquement fabriqués en RDA. Est-ce que c'est toujours le cas? C'est la question. Rarement. Ah bon, d'accord. C'est pas forcément de la meilleure qualité. Et là, David, je salue d'ores et déjà le prix de la combativité qui peut t'honorer. Puisque... non, alors je t'annonce tout de suite, il n'y aura aucun combat, je ne répondrai même pas à David là-dessus. Alors je salue le panache du moins. Voilà, pourquoi tu lui répondras pas? Parce que sur la vidéo ça ne m'intéresse pas. Bah attends de voir ses arguments. Mais tant mieux pour lui qu'il ait son avis. Écoutons ses arguments. Et je laisse les autres, je passe mon tour. Moi j'écoute ses arguments. Il se ferme, Daniel. Vas-y David. Non, juste pour préciser avant l'avis tranché, j'ai toujours été contre la vidéo parce que pour moi c'est une complexification de quelque chose qui est simple au départ. Donc pour moi c'est ridicule. Sauf que il s'est passé ce week-end, et depuis le début de saison en Allemagne que l'arbitrage vidéo a été mis en place, il s'est passé une scène énorme que vous allez me laisser tranquillement raconter. 3 minutes 43 se sont passées ce week-end à la 89e minute du match entre Stuttgart et Cologne, lorsque l'arbitre a commencé par siffler un penalty pour un contact dans la surface de Stuttgart entre le défenseur Denis Augo et l'attaquant arlésien de Cologne, Guirassy. Contact, l'arbitre siffle le penalty. Le doute dans sa tête, il décide de faire appel à l'arbitrage vidéo. Les arbitres vidéo ne savent pas quoi décider. Les minutes passent. L'arbitre décide de lui-même visionner l'action sur écran, se déjuge, décide de rendre la balle à Stuttgart. Il y a un partout à ce moment-là, à la 89e minute du match, donc entre Stuttgart qui joue à domicile et son adversaire de Cologne, et dans la foulée, alors que Cologne allait obtenir un penalty qui lui avait été accordé dans un premier temps, l'arbitre se déjuge, Stuttgart repart, Stuttgart marque et Stuttgart gagne. Ça a fait énormément de bruit en Allemagne, sauf que, en fait, l'arbitre a réussi à quelque part gagner le respect parce qu'il s'est déjugé lui-même grâce à l'arbitrage vidéo. C'est une scène très particulière qui a eu lieu ce week-end à Stuttgart devant 60 000 personnes. Ça a fait un bruit d'enfer. Les médias n'ont parlé que de ça ce week-end. 3 minutes 43 et pour une décision qui finalement est la bonne parce que... 3,43 sur une absurdité, David. C'est une absurdité, puisque personne devant la télé n'était capable de décider. Ouais. Absolument. Et donc en fait, il a fait son bazar tout seul entre le oui et le non en regardant l'image. Mais c'est complètement opposé absolument à toutes les règles du foot. Il fait passer son tour, hein, Daniel. Non mais c'est d'une absurdité sans nom. Juste, bien sûr. Il vaut mieux pas se tromper parce que personne n'est convaincu après. Au bout de 3 minutes, ça change rien. Une décision. Laissons terminer David quand même. Non, c'était. Je suis à côté de toi. La vidéo, c'est magnifique en Italie. C'est la scène du week-end. Comment tu peux dire ça? C'est le bordel permanent. C'est pas, il parle pas de ça. C'est une génial. Mais comment tu peux mentir à ce point? Non, alors attendez. C'est un bordel sans nom en Italie. Alors attention, Riolo Rovera, épisode 2, ça arrive dans une seconde. Mais d'abord, David. Non, attendez, je veux que David termine. Tout le monde se plaint. Il y a plus de débats. Daniel. David termine et après vous allez vous faire votre discussion. C'est très important cette affaire-là parce qu'effectivement, c'est la scène de week-end et je suis d'accord sur l'absurdité. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est que si t'es d'accord sur l'absurdité, ce qui m'a amené à cet avis tranché, mais depuis le début de saison, en fait, la vidéo a apporté dans le foot allemand des choses qui peuvent on peut prendre date, qui peuvent faire date. C'est-à-dire que par exemple, j'ai souvenir, je crois que c'était il y a 2 semaines, un arbitre qui a sifflé un penalty en faveur de Robert Lewandowski, je crois, pour un tirage de maillot dans la surface qu'on n'avait pas vu sans la vidéo. Et en fait, il a eu sans doute une communication avec les arbitres autour de lui, vidéo, et hop, boum, penalty. Et il se trouve que cette saison en Bundesliga, il y a un vrai gros changement parce que la brutalité des jugements qui sont apportés par la vidéo forcément va changer le comportement des joueurs parce que, alors je ne vais pas donner un pourcentage, mais allez, 4 fois sur 5, 5 fois sur 6, 9 fois sur 10 même, cet arbitrage vidéo fait référence, il est valable, il est bon, il est juste,
Et finalement, ça fait avancer les choses parce que les joueurs vont commencer à se méfier, à moins plonger dans la surface, à peut-être un peu moins tirer les maillots. Oui, à changer la nature du football. Non, vous changez totalement la nature du foot. Sauf que pour les simulateurs, mais ça peut pas te convaincre. Il existe quelque chose, c'est des commissions de discipline après les matchs. Il suffit de mettre 2 matchs au simulateur dans le football et crois-moi qu'ils vont beaucoup moins simuler. Mais tu le fais après les matchs pour pas changer la nature de l'observation. Mais l'observation d'un ralenti ne peut en aucun cas être justice. Puisque par définition c'est un ralenti et que le contact à vitesse réelle dit la vérité, puisque c'est ce qui s'est passé. C'est pas parce que tu vas voir quelque chose au ralenti que ça va t'éclairer. Quand en plus ce ralenti, mais du coup si on est d'accord avec ça, David, on ne peut pas être pour la vidéo en aucune façon, puisque devant la télé personne n'est d'accord. Ça n'apporte rien du tout. Il y a rien du tout. Il y a des situations plus évidentes que messieurs dames. Il y a plusieurs choses que le VAR met un point, les hors-jeux, si un but est marqué avec l'humaine ou pas. Il y a eu un sondage sur la Gazzetta dello Sport, tu lis toujours la Gazzetta dello Sport, tu sais très bien que les 79% des Italiens qui ont été interpellés étaient favorables à VAR. Bien sûr. Il y a un sondage sur Sky Sport où les favorables ont dépassé les 80%. Et les débats, ils existent encore après les matchs? On débat de la VAR. Non. Mais bien sûr que si, on débat sur la vidéo. Ils font les mêmes choses. Mais ils font les mêmes choses que ça. Pas énormément que ça. Comment tu me règles l'affaire de Marseille-Strasbourg hier? Le corner qui a fini en touche et but dans la foulée. J'ai regardé le derby de Milan hier. Ah ouais? Comment tu me le règles ça avec la vidéo, cette connerie-là? Tu me le règles pas ça avec la vidéo? Et je sais pas de quoi tu parles parce que j'ai regardé les derbys. Donc un ballon qui a 1 mètre en corner, finalement c'est une touche qui est jugée. Sur la touche, il y a centre et il y a but. Non, c'est pas possible à juger parce que c'est une infraction. C'est parce que ça, on n'a pas le droit de le juger à la vidéo, ça. Tu vas pas. Mais donc il y a but. Je pense que les Strasbourgeois peuvent avoir mauvaise. Allez. Arrêtez. Alors, Daniel, ça tient pas la route. Il y a certains sujets sur lesquels le VAR est utilisable. C'est sur les actions qui amènent au but. Oui, et tu débats de la même façon de quelque chose qui n'est pas fiable à 100%. N'est pas fiable à 100%, mais absolument ça aide. Ça a éliminé énormément d'erreurs. Mais non. On a considéré c'est un leurre. C'est un leurre. C'est un leurre. Un leurre, c'est une fausse croyance. Mais non, mais Daniel, c'est vrai. On en parlera une autre fois parce que là on n'a pas le temps. Un jour arriver en France, c'est une bonne chose. De toute façon, on a fait 150 000 débats là-dessus. Alors, si on considère que tu t'es abstenu sur ce débat, t'imagines hein? Comment on doit juger un débat où tu participes? Tu as dit j'ai envie de participer. Je relaxe Simonet. Je note l'avis de David Lorto qui en fait donne un avis, c'est bien, pour dire au final quand on l'entend que c'est pas bien. Donc c'est extraordinaire. J'avais jamais vu un genre d'avis comme ça. Ce que je veux dire, c'est que ça fait avancer l'arbitrage en Bundesliga, ça modifie les comportements des joueurs, ça peut aller dans le bon sens. Ça ne modifie rien et ça n'apporte. Enfin, je ne comprends pas votre avis. Ça modifie les comportements, c'est vrai, parce que tu vois plus 10 joueurs vers l'arbitre. 5 ou 4, ça peut arriver. Mais certainement. Mais tu sais comment tu le règles ça? Ça, tu le règles par la sanction. Tu n'as pas besoin de le régler par ça. Tu le règles par la sanction. Le mec qui vient, quand tu auras donné les cartons, t'inquiète pas, ils s'en iront. Voilà. Non mais ce qui est vrai, c'est que c'est appliqué à trop de cas. Arrêtez de substituer une autorité par un robot. Voilà. C'est hallucinant ça. Seulement que l'être humain fait des erreurs avec la vidéo, tout la simulation, moi je veux que ça fasse partie du football. Je veux que ça fasse partie du football. Que le mec se jette. Ah mais que ce soit sanctionné alors. Après, ça peut être sanctionné comme tu veux. Mais ça doit faire partie, parce que c'est dans l'histoire du football qu'il y ait des garces sur un terrain. Si tu gommes ça, tu enlèves une partie du football. Il y a une histoire de football. Il y a des joueurs qui sont aujourd'hui, c'est plus possible. Tu vas pas dire, je veux la passe en retraite au gardien parce que ça fait partie de l'histoire de foot pour 80 ans. Non, c'est fini, ça change. Mais c'était l'évolution positive, ça. Voilà. Mais même ça, c'est une évolution positive. Il faut commencer à penser à ça. Est-ce qu'on peut avoir peur de la technologie? Il ne faut pas avoir peur de l'avenir. Mais quand elle sera complètement fiable, la technologie, tu repasseras. Va dans un cas régie, demander comment ils jugent les hors-jeux, tu reviendras m'en parler. Si j'y arrive. Je t'entends. Pierre. Non, j'ai une petite question. Est-ce qu'on parle beaucoup de vidéos en Angleterre? Pour ce qui est... Ça m'arrangerait que tu répondes quelque chose. Mais... Oui, j'attends ta réponse, on va voir. On parle beaucoup de la vidéo, on en parle peut-être beaucoup moins qu'ailleurs, peut-être, parce qu'on l'utilise bien évidemment, on a été les premiers utilisés pour le ballon qui franchit la ligne de but, et je pense qu'on est tous maintenant d'accord pour dire que c'était quand même... Quand c'est fiable. Nous en France, c'est totalement fiable. C'est un problème de choix de société. Parce que nous, on a la seule société qui marche pas. Voilà, mais sinon... Moi, je pense que la vidéo va aussi avec ou ne va pas justement
avec une certaine idée de l'arbitrage. Et moi, j'adore pour commenter les matchs le week-end anglais. J'adore la qualité de l'arbitrage anglaise qui est basée sur le dialogue entre les arbitres et les joueurs. Et c'est pas basé sur un arbitre qui est au-dessus de tout, une autorité et qui enfonce les joueurs sans arrêt. Il y a un dialogue et ça passe beaucoup mieux et tout passe très très bien. Simone, lui, il ne veut pas de l'homme. Il veut que la machine. Arrête d'agresser ce lui, il veut la machine. Pierre, je finis ma réponse. Je finis ma réponse. Bon, là, attendez, stop. Je finis ma réponse. Attendez, Pierre, Fred. Pierre, on est tout à fait d'accord. Il y a un arbitre espagnol qui s'appelle Monsieur Mateo Laos qu'on considère ici comme l'arbitre le plus anglais. Et comme par hasard, c'était l'arbitre du match de samedi qui a été super. Ah oui, il fait tous les matchs, lui. C'est celui qui est vérolé, là. Celui qui a la tranche vérolée. Non, mais ce qui est important, c'est que tu les vois pas, ces arbitres, dans les matchs. Mateo Laos, pour le coup, on en parle souvent. Mateo Laos, ouais, non, mais il est joué. Oui, il est joué. Alors, Philippe, tu voulais rajouter un mot? Oui, juste une chose, c'est que la vidéo, on en parle pour une chose, qui est la condamnation et la sanction a posteriori des truqueurs. Merci. Là, qui est mise et qui est effective dès cette saison en Angleterre. Très bien, ça. Et ça a déjà un impact préventif. Et on le sent déjà, en ce sens que moi, je vois moins de simulations cette saison que j'en ai vu quand tu prends deux matchs derrière, immédiatement. Allez, dans un instant, le dernier. La simulation ne gêne pas tout. Fred Hermel, demandez-lui. La simulation, ça l'a pas toujours gêné. Bah non, ça me rassure sur moi-même. Bah oui, c'est le but. Dans un instant, Naples, favori pour remporter la Serie A. Et la vraie question, Daniel va-t-il s'abstenir dans ce dernier débat? Oui, totalement. Comme là pour l'arbitrage vidéo. Totalement. A tout de suite.